Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est actuellement en visite officielle aux États-Unis jusque jeudi. Mardi, lui et son homologue américain John Kerry ont tenu des pourparlers bilatéraux sur des sujets de préoccupation commune, en particulier sur la mer de Chine méridionale et sur la péninsule coréenne. Durant sa visite de 3 jours, le ministre chinois des Affaires étrangères rencontrera également le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, et d'autres hauts officiels. Il doit également prononcer un discours au Centre pour les études stratégiques et internationales basé à Washington jeudi. Lors d'une conférence de presse avec son homologue américain, John Kerry, Wang Yi a fait observer que les Philippines avaient violé l'accord international sur la conduite maritime en mer de Chine méridionale. Toutefois, Wang Yi a également réaffirmé que la Chine continuerait à appliquer l'accord malgré certaines violations du pays. C'est exactement un pays, et laissez-moi vous donner son nom. Ce sont les Philippines qui ont violé la stipulation de l'article 4 de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale, et qui ont abandonné le dialogue et les négociations avec les parties directement concernées, ce qui est regrettable et mal avisé. Bien sûr, nous n'arrêterons pas d'appliquer la DOC à cause de la violation d'un pays. Et nous n'arrêterons pas juste parce que les Philippines ne tiennent pas compte des clauses contraignantes de la DOC et ne mettent pas en avant les négociations pour le COC. Le président américain Barack Obama devrait effectuer une dernière tentative pour fermer la controversée prison de Guantanamo. Environ 90 djihadistes suspectés y sont encore retenus prisonniers alors que la prison en a détenu jusqu'à 600. Le site est devenu dans le monde entier le synonyme de torture, de détention à durée indéterminée et de combinaison orange. Obama s'était engagé lors de sa première campagne électorale à fermer la prison, mais ses efforts ont été entravés par les parlementaires républicains qui voient en elle un outil utile pour combattre le terrorisme. Cette année, 35 prisonniers vont être transférés dans d'autres pays selon les autorités. Obama pense que les États-Unis pourraient accueillir le reste des prisonniers et a à cet effet identifié 13 sites d'accueil. Le ministre syrien de la Réconciliation nationale affirme que le gouvernement syrien respectera le cessez-le-feu provisoire proposé par les États-Unis et la Russie pour mettre fin aux 5 années de conflit, tout en prévenant qu'il n'existait aucune garantie que les combats cessent. L'État syrien respectera certainement le cessez-le-feu sur lequel il a donné son accord et le respectera en principe, mais il ne peut pas parler au nom des groupes armés qui, aujourd'hui, de manière préventive, ont annoncé qu'ils n'étaient pas prêts à donner leur accord à un cessez-le-feu. Ainsi, il est naturel que ces groupes armés ne le respectent pas. Deuxièmement, l'accord en lui-même ne se limite pas au cessez-le-feu, mais mentionne également l'exclusion de Daesh, du Front al-Nosra et des groupes terroristes qui ne respecteront pas le cessez-le-feu et qui n'annonceront pas avant aujourd'hui leur accord. En conséquence, des violations se produiront du fait d'autres parties, mais pas de l'État syrien. Et d'ajouter que les élections parlementaires prévues pour le 13 avril sont la preuve de la volonté démocratique du gouvernement du président Bachar el-Assad. Ce dernier a annoncé lundi ces élections, quelques heures après l'accord russo-américain sur les termes d'une trêve qui doit entrer en vigueur samedi. Ce vendredi, les Iraniens iront dans les bureaux de vote du pays pour les premières élections nationales depuis que le gouvernement du président Hassan Rouhani a signé un accord avec les puissances mondiales pour réduire le programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions. Une compétition serrée pour les 290 sièges du Parlement iranien. Cela fait 4 ans depuis les dernières élections parlementaires et cette semaine, les citoyens vont se diriger vers les bureaux de vote avec plus de 6000 candidats en lice. Pour un mandat de 4 ans, c'est un record dans l'histoire contemporaine de l'Iran. La bataille politique se situe entre conservateurs et réformistes. Beaucoup pensent que les conservateurs ont le dessus puisqu'ils ont le contrôle du Parlement depuis les 12 dernières années. Mais le président réformiste Hassan Rouhani avait changé le spectre politique en 2013 après avoir gagné la présidentielle. Je suis reconnaissant et surpris par l'enthousiasme et la participation du peuple dans ces élections.
Ils ont interpellé les gens du monde entier, les médias et les politiciens. Et ces partisans maintenant font face aux traditions et emmagasinent assez d'enthousiasme pour défier les conservateurs. Un parlement qui leur serait favorable pourrait ouvrir la voie à une réélection de Hassan Rouhani. Mais un analyste pense que tout se jouera autour de l'économie. Bien que les sanctions soient levées, les prix du pétrole ne sont pas hauts et les politiques économiques et gouvernementales sont remises en question par les économistes. L'économie mondiale n'est pas positive. Si le président Rouhani est capable d'améliorer l'économie, il sera facilement réélu. L'Iran a été un acteur clé dans la région après un accord sur le nucléaire conclu en juillet dernier. L'Iran continuera à regarder les États-Unis avec attention, mais elle développera des liens avec la Russie et la Chine et avec de nombreuses parties de l'Europe. Le résultat de ces élections est attendu non seulement par les Iraniens, mais aussi par d'autres dirigeants étrangers dans le monde. Peu importe le résultat, le parti dirigeant devra prendre des décisions politiques cruciales dans les prochains mois et années qui détermineront le destin de l'Iran et le rôle du pays dans la région et au sein de la communauté internationale. Le gouvernement afghan et les représentants des talibans devraient se retrouver au cours de la première semaine de mars dans la capitale pakistanaise Islamabad pour des pourparlers de paix. Il s'agira des premières négociations directes depuis l'échec de celles de l'an dernier. Ceci selon un communiqué de presse publié au terme de sa réunion à Kaboul par le groupe de coordination quadrilatérale qui inclut l'Afghanistan, le Pakistan, la Chine et les États-Unis. L'objectif de ces négociations est de mettre au point une feuille de route pour une solution politique au conflit afghan. Dans le même temps, les talibans continuent de gagner du terrain en Afghanistan. Ils viennent en effet de capturer 2 districts clés de la province d'Helmand. Ils poursuivent également leur campagne d'attentat suicide qui a encore tué 14 personnes lundi dans une clinique de la province de Parwan au nord de Kaboul. Un tribunal français a repoussé sa décision sur l'évacuation de centaines de migrants dans le camp de Calais ordonnée afin de démolir la moitié des installations. Le juge en charge de l'affaire a passé une partie de la journée dans le camp pour se faire une idée de la situation. Une décision finale est attendue pour mercredi ou jeudi. Les bulldozers roulent dans le camp de migrants de Calais malgré la décision du juge de suspendre la démolition qui aurait dû démarrer mardi soir. Les autorités de Calais veulent raser la moitié du camp surnommé la jungle et affirment que des solutions alternatives d'hébergement seront fournies, notamment des conteneurs chauffés. Mais les associations d'aide aux migrants rétorquent qu'aucune solution viable n'est proposée. L'éviction pourrait débuter bientôt et cela nous rend très inquiets, car nous sommes persuadés que ces gens n'iront pas dans les conteneurs, ils iront dans d'autres camps. Les gens iront dans des petits camps de la zone où la situation est très mauvaise, bien pire qu'ici. Sa population ayant explosé l'an dernier, le camp de Calais est devenu un véritable village. On y trouve une école, une mosquée, une église et des dizaines de petits et de restaurants. Personne n'est en mesure de dire le nombre exact de ses habitants. Le gouvernement parle d'un petit millier dans la partie qu'il veut raser et les ONG en dénombrent 3400, dont 400 enfants non accompagnés. Le café de Kaboul est ouvert depuis 7 mois. Son propriétaire attend, un Afghan, cuisine du riz et des légumes pour des clients du monde entier. Tous les réfugiés sont très inquiets au sujet de la destruction de la jungle. Nous n'avons nulle part où aller. Ces migrants cherchent à rejoindre le Royaume-Uni où beaucoup ont des attaches. Mais les contrôles à la frontière les en empêchent. La plupart d'entre eux ne souhaitaient pas demander l'asile en France ou aller dans des logements fournis par le gouvernement français. Car les violences policières, disent-ils, les ont rendus suspicieux vis-à-vis des autorités. Les associations d'aide ont déposé des dizaines de plaintes contre les assauts de la police dans les camps. Elles espèrent pouvoir ainsi influencer la décision du tribunal.
La Chine a annoncé avoir décodé la séquence génétique du virus Zika, laquelle a été extraite du premier patient du pays. Ce décodage aidera les scientifiques à comprendre les variations et le développement du virus transmis par un moustique. Jusqu'à présent, la Chine a signalé 5 infections depuis le premier cas détecté le 9 février dans la province du Jiangxi. L'économie chinoise du troisième âge est là où se trouve l'argent. On attend du jeune secteur qu'il représente un jour un cinquième de l'économie chinoise et les capitaux ont commencé à affluer. Mais ces investissements seront-ils être rentables? CCTV mène l'enquête. Les secours d'urgence sont un service de base dans les établissements de soins. À présent, de nombreuses personnes âgées l'ont à domicile. Cet appartement à Nanjing dispose de tels équipements. La société qui opère ce service était une firme de technologie de l'information. Elle est entrée dans le secteur des seniors il y a 3 ans avec un portefeuille de 400 millions de dollars d'équipements et de services de soins aux personnes âgées. Nous appelons le marché de la retraite 90-7-3. 90% des personnes du troisième âge resteront à la maison après leur retraite. 7% d'entre elles seront couvertes par les communautés sponsorisées par le gouvernement. Et 3% paieront pour des services de soins haut de gamme aux personnes âgées dans des établissements de soins. Nous voyons de bonnes opportunités pour le segment des 90%. Pendant ce temps, les compagnies d'assurance aux poches bien profondes reluquent le marché des 3%. Ce secteur cible les personnes aisées. Taikang Life a dépensé 300 millions de dollars pour bâtir des maisons de retraite de luxe à Beijing. Nous créons 8 communautés pour les seniors dans toute la Chine. Nous avons choisi les principales villes, à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou, Suzhou, Hangzhou, Chengdu, Wuhan et Sanya. L'investissement total a dépassé les 3 milliards de dollars. Les investisseurs internationaux se taillent aussi une part du gâteau. IDG, Sequoia et plusieurs fonds chinois se sont associés pour investir 1 milliard de dollars dans un centre de soins pour personnes âgées dans l'est de la Chine. Les données du secteur montrent que 30 milliards de dollars de capitaux ont été investis dans l'économie des seniors depuis 2013. Mais le retour sur investissement ne justifie pas encore l'enthousiasme. Cependant, les investisseurs demeurent confiants. C'est un investissement à long terme, mais aussi un secteur non cyclique. 80% de nos projets sont à présent au seuil de rentabilité et nous pensons que l'affaire sera viable, en progressant avec de solides retours sur investissement à long terme. Le temps est compté pour que les décideurs politiques chinois affermissent leur support au secteur de l'économie des seniors du pays. La politique chinoise de l'enfant unique est finie, mais il n'en va pas de même des retombées. Et ceci parce qu'alors même que la Chine fait face au problème du vieillissement de sa population, le déficit national des retraites du pays représente d'ores et déjà 30% du PIB. Parlons maintenant investissement. Les analystes auraient trouvé des signes que les capitaux délaissent les traditionnels secteurs de l'immobilier, de l'énergie et de la manufacture pour d'autres secteurs tels que le sport. Des détails en images. Elle suit les instructions en ligne et est heureuse de pouvoir faire de l'exercice chez elle. Cette nouvelle maman n'a plus besoin d'aller dans une salle de sport. Après près de 10 mois d'entraînement, elle a perdu plus de 9 kilos. Je n'étais pas en forme après l'accouchement. Je me suis dit que je pourrais trouver une application pour m'aider à faire de l'exercice à la maison. Donc, je suis allée sur Internet. Et elle a trouvé cela, un guide et un entraîneur gratuit en ligne. Cette application a attiré plus d'1,5 million d'utilisateurs en une année. Et ce succès ne se dément pas. De plus en plus de gens commençaient à faire du sport autour de moi. J'ai vu qu'il y avait un marché énorme. Nous avons obtenu notre capital initial d'investisseurs providentiels. Après la mise en ligne de l'application, nous avons eu notre premier million d'utilisateurs en une centaine de jours. Et la dernière hausse d'1 million d'utilisateurs nous a pris 8 jours. Plus de 2000 applications de sport de ce type ont émergé en Chine ces 2 dernières années. Par ailleurs, de nouveaux équipements sportifs tels que les bracelets connectés font désormais partie du quotidien d'une partie croissante de la population. Et des sports tels que le cyclisme et le ski ne sont plus réservés à des professionnels. À la station de sport d'hiver de Badaling, dans la banlieue de Beijing, la fréquentation a doublé par rapport à 2014. Les investisseurs considèrent que le marché potentiel du sport est gigantesque en Chine. Le capital s'intéresse à tous les secteurs. Il va se pencher sur un secteur et en devenir le moteur. Cela explique pourquoi le secteur du sport connaît un boom de l'investissement.
Le sport est un secteur lucratif que nous ne pouvons ignorer. Investir dans le secteur du sport va nous apporter de la fluidité sur le long terme. Nous prévoyons un retour sur investissement énorme après 2 ou 3 décennies. Selon le Conseil des affaires d'État, la Chine prévoit d'avoir un demi-milliard de pratiquants réguliers de sport d'ici 2025 et un secteur du sport qui dépasse les 5 000 milliards de yuan. Selon un rapport de l'Institut de recherche 02 IPO, un grand nombre de fusions et d'acquisitions par les investisseurs chinois a eu lieu sur les marchés domestiques et internationaux du sport l'an dernier. 33 des accords signés portaient sur plus de 10 millions de yuan, ce qui représente une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. Le groupe Wanda a acquis l'une des plus importantes firmes de marketing sportif, Infront Sports and Media, avant d'acheter World Triathlon Corporation, devenant ainsi le premier actionnaire de 2 grands clubs de foot européens. Toute cette activité a coûté au groupe près de 15 milliards de yuan. Et le géant chinois de l'Internet, Alibaba, cherche lui aussi une part du gâteau. Il est devenu l'un des grands partenaires commerciaux de la FIFA et a signé un accord de coopération stratégique de 20 ans avec la Fédération internationale de boxe. Enfin, le groupe possède désormais les droits de distribution en Chine des matchs de la NFL. Et selon l'administration générale des sports, l'industrie chinoise des sports a connu une croissance de 400 milliards en 2015, soit 0,7% du PIB du pays. Et ce nombre va encore augmenter. Les détaillants japonais ont déclaré que les touristes chinois avaient passé moins de temps dans les magasins de Tokyo durant les vacances du Nouvel An chinois que l'année passée. Une explication vient des jeunes Chinois qui déclarent préférer voyager plutôt que seulement dépenser dans les magasins. Bagukai, ou achat explosif, tel est le mot à la mode au Japon pour décrire le fort pouvoir d'achat des touristes chinois. Mais il ne sera pas si populaire cette année. Le nombre de touristes chinois a été élevé durant le Nouvel An chinois, mais les détaillants au Japon ont observé une baisse généralisée des ventes de l'ordre de 25%. Je pense qu'ils regardent les produits avec bien plus d'attention. Ils avaient l'habitude d'acheter des produits populaires comme des bouteilles en acier inoxydable. Désormais, ils cherchent leurs produits préférés tels que les cosmétiques. Certains touristes chinois déclarent que depuis un certain temps déjà, ils n'achètent plus d'articles japonais lorsqu'ils sont en vacances. Je pense que la qualité des produits chinois s'améliore, donc nous n'avons pas besoin d'aller au Japon pour acheter des produits du quotidien. La qualité des produits chinois répond à nos besoins de tous les jours. En tant que jeune personne, je pense que voyager permet d'acquérir de l'expérience et de la connaissance et pas uniquement de faire des achats. Certains touristes chinois, surtout les jeunes, déclarent qu'ils s'intéressent davantage à visiter les sites culturels plutôt que d'aller faire du shopping. Je pense que beaucoup de personnes riches viennent ici pour acheter des produits électroniques. Mais la plupart des jeunes, comme nous, recherchent davantage l'expérience. Nous sommes ici pour visiter et bien manger. Les analystes ont relevé des changements chez les touristes chinois et suggèrent que le Japon devrait faire évoluer ses stratégies touristiques. Avec la progression stable des touristes chinois, je pense que le Japon va entrer dans une nouvelle phase d'expansion bien en deçà de l'achat explosif, en vue d'établir un nouveau modèle commercial en recourant à l'expérience plutôt que simplement à la consommation dans des secteurs élargis et d'autres zones du Japon. Les visiteurs de la partie continentale de Chine ont doublé à 5 millions entre 2014 et 2015, permettant ainsi au nombre de touristes au Japon d'atteindre les 20 millions. Tel était l'objectif voulu du gouvernement pour l'horizon 2020. Les analystes déclarent qu'en dépit de la hausse des promotions lors des achats, la classe moyenne croissante de Chine a de grandes chances de privilégier les expériences culturelles au Japon. Du 10 au 30 mars, les francophones de Chine célébreront la 21e fête de la francophonie, un printemps qui mettra à l'honneur la richesse de la langue française. Pour entamer un vrai tour du monde francophone, il suffit de vous connecter sur WeChat et de jouer à la dictée de pivot, un jeu de découverte des expressions de la langue française.
Le 23 février, lors de la conférence de presse, le lancement de ce jeu désigne la toile de fond de l'édition 2016 de la fête de la francophonie, la modernité de la langue et la diversité de la culture. Le français est une langue qui est parlée presque partout dans le monde. C'est encore à bien des égards la langue de la diplomatie et c'est la langue de l'amour. Donc c'est une langue très riche et puis j'espère que beaucoup de gens vont pouvoir la découvrir. La musique sera également un grand point fort de ce festival. Du 10 au 30 mars, 100 chansons francophones cultes et indémodables seront proposées dans plus de 3000 karaokés à travers la Chine. Et Laure Shang Wenjie, célèbre chanteuse chinoise et marraine de la fête, est prête à allumer les flammes de la chanson francophone partout en Chine. Je pense que la nouveauté cette année, c'est évidemment le fait que Laure Shang Wenjie soit notre marraine. C'est très important d'avoir une chanteuse populaire de la scène chinoise, mais qui est parfaitement francophone, qui nous accompagne pendant toutes ces manifestations culturelles, parce qu'il faut montrer que la francophonie, c'est aussi synonyme de jeunesse et de modernité et d'avant-garde. De la littérature française à la photographie africaine, de la musique belge au cinéma québécois. Au mois de mars, une grande variété de programmes sera au rendez-vous des francophones dans plus de 200 villes chinoises. Et à cette occasion, plus particulière en ce qui concerne mon pays, j'aurai l'occasion de parler, de mettre en exergue un aspect de la culture de notre pays à travers un mouvement qui s'appelle chez nous les sapeurs, qui a déjà une dimension mondiale, et aussi un photographe de renom, M. Baudouin Mwanda, qui a une exposition consacrée à ce mouvement. C'est évidemment très important puisque de ces rencontres entre différents jeunes venant d'horizons différents et de nationalités différentes, il y aura évidemment des échanges intéressants et peut-être des révélations au niveau de la création. Le français est une langue parlée par près de 300 millions de personnes sur les 5 continents. La fête de la francophonie, aujourd'hui célébrée par 80 États ou gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie, est allée bien plus loin que la simple manifestation de la langue et de la culture francophone. Nous sommes un petit peuple francophone en Amérique du Nord et pour nous, la diffusion de notre culture est très importante parce que la survie du français en Amérique, c'est important aussi. On vit dans un monde anglophone. Alors pour nous, c'est très important de montrer au monde ce que nous faisons en français. Nous participons aussi avec conviction à la diffusion, l'illustration, la promotion, non pas tant uniquement de la langue. La langue, de ce point de vue-là, est une excuse, une très belle excuse, mais ce que nous voulons, c'est rassembler sur des valeurs qui, elles, sont communes à beaucoup plus de gens que uniquement ceux qui parlent français. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur CCTV français.